Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de la Cantina Chic Tabac. Alors je sais que vous allez vous dire encore une fois, mais c'est pas possible, la Cantina Chic Tabac, le podcast qui ne devait plus exister. Et là en fait avec l'histoire du confinement, Covid-19, tout ça, ils ont réouvert les portes la dernière fois, il y a même pas un mois, pour un épisode spécial jeux vidéo et confinement. Et là il nous faut encore un épisode, et qui sera encore un épisode spécial, puisque cette fois-ci on va même pas forcément parler jeux vidéo, mais on va parler en fait notre rapport à Star Wars. Alors pourquoi on va parler de Star Wars? Déjà par rapport au nom du podcast La Cantina Chic Tabac, c'était en lien, mais aussi et surtout parce que aujourd'hui nous sommes le 4 mai, et le 4 mai en anglais c'est May the Force, donc comme May the Force be with you, et c'est une manière pour le fandom Star Wars dans le monde entier de célébrer Star Wars tous les 4 mai. Donc comme d'habitude quand je dis on, je ne parle pas de moi à la troisième personne, je vais pas refaire ma vanne sur Louis XIV et les rois de France des temps jadis, mais je parle aussi de mon compère de toujours, Macrémic. Salut Macrémic. Salut. Donc Macrémic, spécial Star Wars, on s'est dit qu'on allait faire ça. Alors je dis on est le 4 mai donc ça tombe bien. Donc en fait on est le 3 mai, mais c'est la magie du montage. Et Faut pas dire. On est lundi, il est 7h du matin, on enregistre. Exactement, et je le monte en suivant et tout ça. Non, pas du tout. Justement, je me suis dit non, il faut vraiment un petit peu de temps pour le monter et tout. Mais si on va montrer les coulisses et les dessous de la cantina, attention, sexy les dessous. Donc en fait, pourquoi on fait un truc spécial Star Wars? Peut-être que ça sera vraiment le dernier épisode de la cantina d'ailleurs. Et le premier épisode qu'on avait fait, c'était Star Wars et le jeu vidéo. Donc c'était en fin 2017. On avait parlé de tous les jeux vidéo sortis jusqu'à cette époque-là, donc on n'avait pas parlé de Battlefront 2 ni de Jedi Fallen Order. Mais bon, aujourd'hui on s'est dit qu'on n'avait pas parlé vraiment jeux vidéo, on va vraiment parler de notre rapport personnel qu'on entretient par rapport à Star Wars, qui est une saga qu'on aime tous les deux, quels que soient les médias. Et d'ailleurs Macrémic, puisqu'on s'appelle la Cantina Chic Tabac, est-ce que tu peux, Excalibur, je sais pas pourquoi je mets des EX partout, est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi on appelait ça la Cantina Chic Tabac? Eh bien, à cause de la magnifique version française de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, où effectivement il y a eu des trucs un petit peu louches. Alors forcément, quand on était jeune, on s'en rendait pas compte. Et c'est plus tard quand tu regardes la VO et tu te dis mais pourquoi ils ont fait ça? Alors effectivement, il y a le Chic Tabac à la place du Wookiee, et il y a effectivement le magnifique Millennium Condor à la place du Faucon Millennium. Bon, allez, pourquoi pas, mais il y avait d'autres petites gaffes, etc. Et donc du coup, quand on a cherché, on s'est dit ouais, le Chic Tabac là-bas. On s'est dit allez, tiens, pourquoi pas. C'était une scène vraiment mythique du tout premier Star Wars, dans la cantina où on rencontre les nouveaux personnages, etc. Donc voilà, on avait plein d'autres idées, mais celle-là, du coup, on s'est dit ouais, c'est pas mal, et c'est un truc pour le coup bien français en plus d'être Star Wars. Ouais, c'est vrai que c'est un truc, c'est vrai que la VF de l'époque, et je pense qu'on va en reparler plus tard quand on va parler justement de nos souvenirs, parce qu'on va vraiment faire tout un voyage. En fait, voilà, dans une galaxie lointaine, on est confiné dans notre bonne vieille Voie lactée, donc on s'est dit, on va prendre notre Millennium Condor, et en moins de 12 parsecs, on va aller jusqu'à une galaxie lointaine, très lointaine, pour parler un peu de Star Wars. Et comme tu dis, ouais, voilà, le Chic Tabac, je sais même pas comment ils sont arrivés là. Alors, la légende urbaine voudrait que c'est parce que Chewbacca, ils ont traduit, enfin, pour eux c'était chewing tobacco, donc c'était mâcher du tabac, et donc le chic tabac, enfin chiquer du tabac. Alors je sais pas comment ils sont partis là-dessus. Ça va loin. Ah ouais, non, mais les mecs ils ont été loin pour le coup, ils chiquaient pas que du tabac quoi. Ah non. Et c'est vrai, voilà, c'est ça, donc le Wookiee c'était Chic Tabac, et en même temps c'était Chewbacca, enfin ils pensaient que Chewbacca c'était le nom en fait de l'espèce, alors que c'était les Wookiees, mais de toute façon après plus tard quand ils feront la traduction du fantastique Star Wars Holiday Special qu'ils appellent Autant de la Guerre des Étoiles, Kashyyyk, la planète des Wookiees, ils l'ont traduit par Kazook, c'est Kazook. Donc bon, bref. Je savais même pas. Ah ouais, ils ont probablement dû abuser de bière corélienne quand ils ont fait la trad. Faut avoir, ensuite c'était les moyens de l'époque aussi, voilà, tous les films subissaient un petit peu un traitement parfois hasardeux. Et Star Wars, personne connaissait à l'époque, donc c'est aussi logique qu'il y ait des erreurs. Et puis, mais on l'aime pour ça aussi, donc. Mais ouais, et c'est d'autant plus fun que justement dans l'épisode suivant, en fait, l'Empire contre-attaque, ils vont mis à part
2-3 trucs. Donc Dark Vador, ils vont garder Dark Vador. Le fameux Han Solo aussi. Alors ça je m'en souviens parce que ils voulaient pas mettre Han Solo parce que en français, Han, ben, ça faisait comme un nom féminin, donc ils trouvaient ça un peu drôle et ils voulaient pas, tu vois. On appelle ça de l'adaptation, ça se fait partout. Ensuite, bon, il y a que les puristes que ça gêne, mais bon, il y a des fois c'est tout à fait sensé. Donc, Non, mais là, c'est vrai que c'était très drôle. Bon, après, par contre, c'est vrai qu'effectivement, dans l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, ben, Chewbacca s'appelle vraiment Chewbacca ou Chewie et plus Chico. Enfin, en fait, ils ont le Millennium Falcon, enfin, le Million Faucon, le Million Faucon Million. on fait un petit peu machine arrière, parce que c'est un truc qui marche, c'est une saga, bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on appelait la cantina Chic Tabac. Et comme tu dis, en plus, cette fameuse réplique, elle était dans la cantina. Donc voilà, on voulait faire un côté un peu bar. Et c'est pour ça qu'on appelait ce podcast-là. Comme ça, justement, on parlait Alors, Un Nouvel Espoir qui est pareil, hein, qui à l'origine, quand le film sort, c'est Star Wars, c'est même pas A New Hope. C'est plus tard que Lucas va appeler ça A New Hope. Mais à l'origine, c'est Star Wars, la guerre des étoiles. Et justement, quel est. Je pense qu'on a à peu près le même, hein, mais comment toi tu découvres la saga? Quel est ton premier plus ou moins souvenir affilié à cette saga-là en fait? Bah, de toute façon, c'est à la télé, parce que, donc, faut préciser, nous, on est né en 83, donc après l'apparition des 3 premiers films. L'année de la sortie. On est né. Alors toi, t'es né un peu après au niveau des mois la sortie du film. Moi un peu avant. Ouais, tout à fait, ouais. Mais donc voilà, mais malgré tout, début 90, même milieu 90, ça tourne toujours en boucle, parce qu'en fait, il y a rien d'équivalent à ça encore actuellement. Et puis bon, avec mes parents, on regardait des films, et puis quand t'es gamin, tu t'émerveilles de ce genre de choses et tu tombes un petit peu amoureux de ce genre de films. Donc effectivement, il y avait surtout. Donc c'était le premier Star Wars, Empire contre-attaque. Beaucoup de souvenirs de ces deux-là. Et je sais que j'avais réussi à convaincre mes parents d'acheter le Retour du Jedi, parce que c'est le seul que j'ai en VHS acheté. Parce que mon père il disait oui, mais non, mais ça sert à rien d'acheter des films, ça finira bien par être diffusé à la télé. Sauf que bon, t'attends, il dit jamais diffusé. Et puis du coup, c'est le seul que j'ai en VHS. Et donc voilà, le premier souvenir en fait, il est là, c'est Star Wars qui passait à la télé. Et je me souviens très bien, l'enregistrement de l'Empire contre-attaque, c'était sur la 5e. La 5. La 5, ouais, genre, tu vois, j'avais hésité. C'était la 5. Je me souviens très bien du logo. Ouais, c'est l'étoile sur le truc. Exactement. C'était génial, j'adorais cette chaîne. Elle était fantastique, ouais. T'avais beaucoup de dessins animés à l'époque, et puis voilà, bon, ensuite, Star Wars. Pas des films. Et cette chaîne a fermé, je sais plus quand, 94, non 94, 95. un peu avant que ça devienne Arte. Ouais, c'était le milieu des années 90, donc ça a fermé. Et donc voilà, c'est mon premier souvenir Star Wars. Je l'associerais plus à l'Empire contre-attaque qu'à autre chose, je pense. Mais ensuite, difficile d'en être sûr, on était jeunes, c'était il y a longtemps. Mais voilà. Et oui, on a vieilli depuis. Ouais, on vient de prendre... oui, tout ça c'était il y a 30 ans presque. Il y a presque 30 ans, ouais. Mais tu sais, en fait, moi, les souvenirs, c'est un peu les mêmes à la télé. Et comme toi, mon premier vrai souvenir. Alors, la Guerre des Étoiles, je sais que c'est le premier que j'ai vu aussi à la télé. Mais en fait, c'est vrai que c'est surtout l'Empire contre-attaque. Peut-être que c'est là que le film prend aussi une dimension. Enfin, la saga prend vraiment une dimension, justement, saga. Et je me rappelle effectivement que tu l'avais enregistré en VHS et que j'allais chez toi et qu'on se le matait en boucle, surtout celui-là. D'ailleurs, les deux premiers, hein, le Retour du Jedi, je pense qu'on l'a moins regardé que l'Empire contre-attaque, c'est vraiment celui qu'on a le plus maté en boucle. Ouais. Et c'est vrai qu'un de mes grands souvenirs, je me rappelle, il y avait ma grande sœur qui était là aussi. C'est on se matait la scène d'entraînement, tu sais, de Luke avec Yoda, parce que quand il tombe Yoda, il fait une espèce de vieille mimique. Et en fait, je me rappelle, on faisait des pauses et on était mort de rire et on se la mettait en boucle. Entre toi. Concentre-toi. Mais toute cette scène, même d'ailleurs, quand il apparaît Yoda, c'est vrai que maintenant, Yoda, c'est le grand guerrier, mais quand on le découvre au tout début du film, il fait des blagues de merde et tout, quoi. Enfin, c'est genre. Ah ouais, tu rigoles, c'est le vieux papy sénile là. Et effectivement, c'est pas du tout la dimension. De toute façon, il prend une dimension après, justement, parce qu'il a un rôle comique, comment tu le rencontres, et c'est après tu dis. Ah ouais, mais c'est vraiment toi le maître Jedi de 800 ans, et là il prend tout de suite une autre dimension, ça n'a plus rien à voir. Ça fait partie aussi du charme du personnage quand tu le découvres à l'époque. Bah oui, c'est ça, ouais. Et mais c'est vrai qu'il nous il nous a bien fait marrer, c'est sûr. Et puis
plein d'autres gamins aussi, assurément. Bah ouais, bah après Frank Oz, hein, grand marionnette, parce qu'il faisait la marionnette, enfin, qui l'a dirigé, qui l'a doublé. Et c'est vrai que quand enfin, c'est vrai que ça nous faisait marrer, on regardait ça en boucle. Et après, forcément, on jouait, moi je me rappelle, à Star Wars. Alors c'est vachement drôle parce qu'on jouait à Star Wars, donc on l'a déjà dit dans le podcast, hein, nous sommes cousins. Et à l'époque, on vivait l'un près de l'autre dans la même ville. Et quand on jouait à Star Wars avec ma grande sœur, je me rappelle, donc toi t'étais plus Luke Skywalker, moi Han Solo, et ma sœur elle était Leia. Donc en fait on n'avait pas trop compris le but de l'histoire, ouais, on n'avait pas trop compris la logique du truc, puisqu'effectivement pour le coup c'était le... Enfin voilà, enfin bon bref. Ouais bon, C'était comme ça, faut pas le chercher, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on kiffait, et puis la force, et puis quand t'es gamin, mais même quand t'es gamin, tu sais, t'as envie d'attirer les objets, tu vois, hein, tu te tends la main, tu te dis la télécommande. Ah ouais, bah, la télékinésie c'était génial quoi. Enfin, c'est un peu le pouvoir que t'avais envie d'avoir au quotidien, on va dire, quoi, plus qu'un autre. Voilà, moi personnellement je trouve que c'est toujours le pouvoir qui ferait le plus fantasmer. Au-delà d'autres, hein, mais voilà, mais c'est juste la classe quoi. Ah bah oui, pour attirer les objets comme ça, c'était quand même vraiment super la classe et tout ça. Puis le sabre laser, faut le dire, le sabre laser. Le sabre laser, évidemment, c'est iconique, et c'est aussi pour ça que ça s'appelait. T'as quoi, t'as des vaisseaux, t'as des lasers, et puis voilà. Puis j'ai réfléchissé un petit peu tout à l'heure là, quand en préparation un petit peu, même si on est complètement freelance, il n'y a aucune note, je sais pas du tout où on va. Mais c'est un petit peu ce que disaient aussi les acteurs quand ils étaient interrogés sur le succès du truc. Mais pourquoi ça marche? Pourquoi on aime Star Wars alors qu'il y a des trucs qui sont beaucoup plus science-fiction et qui sont moins accessibles? Et effectivement, quand tu réfléchis, c'est parce qu'en fait, c'est un petit peu Donjons et Dragons adapté, quoi, parce que tu as des personnages qui sont iconiques et un petit peu caricaturaux, auxquels tu t'identifies facilement, etc. C'est hyper... je trouve que c'est un univers qui est finalement assez accessible par rapport à d'autres. Et moi je pense que c'est aussi pour ça que ça a aussi bien marché, et sur notre génération à nous. Oui, bah, de toute façon, Lucas il a toujours dit, hein, c'est du space opéra, mais c'est surtout c'est un conte de fées, c'est du Disney, c'est du fairy tale, c'est du space fantasy en fait. C'est pas de la science-fiction. Ouais. Souvent les gens se trompent, mais en fait c'est pas de la science-fiction. Enfin, rarement de la science-fiction. Star Wars, c'est vraiment c'est ça. La limite est toujours extrêmement compliquée. À quel moment c'est plus du fantastique et c'est la SF. C'est toujours compliqué. T'as toujours une part de SF parce que les vaisseaux qui volent, en fait, ça n'existe pas. La vitesse lumière, tout ça n'existe pas. Donc t'as des éléments de SF, mais effectivement, il y a une empreinte qui est beaucoup plus fantastique là-dessus, quoi. C'est pas Alien, par exemple, qui lui, par exemple, pour citer un film qui est à peu près de la même période, donc c'est un petit peu avant Alien, le premier c'est 77. Lui, pour le coup, il est beaucoup plus science-fiction, je dirais. Bah oui. Bah, de toute façon, le premier Star Wars c'est 77 aussi, hein, donc non, ils sont à peu près. Oui, c'est vrai. En même temps, et d'ailleurs, un truc qui est assez amusant, c'est que justement, tu sais, en trivia, j'avais vu, mais assez récemment, que tu sais, le fameux burp du Sarlacc quand il avale Boba Fett. Oui. Attention, spoiler, Retour du Jedi. En fait, t'as le même bruit dans Alien. Ah ouais. Ouais. C'est le bruit de l'Alien quand il chope, je sais plus qui. Donc il y a des petits trucs comme ça. Et puis, le premier Alien, hein. Ouais, le premier Alien. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est hyper connu aussi dans Star Wars, c'est que c'est avec Star Wars qu'ils ont remis au goût du jour le fameux cri de Willem, quoi. Oui, aussi, oui. Qui date de... Mais j'ai oublié dans quel film ça apparaît en premier, le cri de Willem. Ah bah je sais plus, c'était un vieux film, c'était dans les archives, c'était Ben Burt, hein, qui faisait tout ce qui était audio sur Star Wars, et qui avait été récupéré ça dans les archives, donc je pourrais même plus te dire... ouais, je l'ai su, parce que c'est un grand classique maintenant, il est utilisé pour beaucoup de choses, dans beaucoup de films, mais ouais, bon, tant pis, je regarderai. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était nos premiers souvenirs, et donc ouais, voilà, donc là, comme on disait, cette saga-là, et ouais, c'est un truc qui te marque et tout, et après voilà, tu le refaisais, et c'est vrai que, en fait, quand on réfléchit bien, ouais, bah on est tombé pile dedans, et ça passait à la télé, comme tu dis, la 5, pour parler de la 5 d'ailleurs, c'est vrai qu'il passait d'ailleurs tous les films produits, alors Star Wars c'était pas encore Disney à cette époque-là, mais c'est là où ils avaient passé tous les films justement qui étaient produits par Disney, type Condorman, enfin quand c'était Condorman, je crois que c'était Disney Fox, je sais plus comment c'était, mais t'avais les Coccinelles, tu vois, l'espion patte de velours, c'était vraiment ce genre de film-là. Ouais. J'aimais bien Condorman, moi. C'est génial, Condorman. Ouais, bon, ensuite c'est les films qu'on se passait en boucle à l'époque. De toute façon, j'ai envie de dire, notre jeunesse de cette époque, c'est quoi? C'est Star Wars,
Indiana Jones, Retour vers le futur, tous ces trucs d'aventure, très, très aventure, parce que c'est tout des trucs d'aventure, et ou fantastique. Et ouais, c'est ça. Et puis ouais, ensuite c'était les productions Disney, effectivement, comme tu dis. Ah, c'était la belle époque. Donc là, je viens de regarder le Cray Williams, c'est dans Les Aventures du Capitaine Wyatt en 51. Et qui effectivement, voilà. Donc c'était bien plus vieux que Star Wars, mais c'est bien Star Wars qui l'a remis au goût du jour, et maintenant c'est utilisé partout. Ouais, voilà. Je crois qu'ils sont un petit peu calmés, mais en tout cas, c'est certain qu'à chaque ils le plaçaient dans tous les films Star Wars, en tout cas dans les 6 premiers, c'est sûr. Abrams, comme c'est un gros fétichiste de la trilogie originale, forcément il a dû le mettre, hein, mais bon. Ouais, bah dans les Indiana Jones, il y a aussi, je sais plus dans quelle séquence. Ah, bah oui, bah ça. Mais de toute façon, c'est la même production, donc voilà, c'est logique. Bah oui, non, puis en plus, c'était un peu le clin d'œil. Et donc, justement, en fait, on parlait un petit peu, alors on va revenir rapido sur notre fameux, on avait fait la dernière fois, dans quel endroit tu voudrais te confiner ou pas. Si on prend un peu Star Wars de manière générale, c'est même pas une sorte de confinement, mais au niveau justement, il y a des vaisseaux, des planètes, tout ça. Toi déjà, en fait, c'est quoi le vaisseau qui t'a le plus marqué, enfin en tout cas, le plus marqué, ou en tout cas le vaisseau que t'aimerais avoir? Toi, si t'aimerais avoir un vaisseau dans Star Wars pour te déplacer. Sans limite au film? En fait, tout ce qu'on veut. Alors oui, parce que très rapidement, effectivement, depuis le rachat de Disney, donc c'était en 2012, après 2012-2013, tant qu'ils fassent la production, effectivement, ils ont mis la plupart des contenus qui étaient produits avant sur Star Wars en univers Legends, et il y a ce qu'on appelle l'univers canon maintenant, à savoir tout ce qui est après le rachat de Disney est canon, et avant, en fait, il n'y a que les 6 films, la série Clone Wars de 2008, avec le film Clone Wars de 2008, pas la mini-série de Tartakovsky qui était un peu plus ancienne, et le comics Darth Maul Sons of Dathomir, puisque c'était une adaptation d'un arc non fait de Clone Wars. Et tout le reste, en fait, c'est Legends. Mais nous, pour le coup, tu peux mettre... bah tiens, cite-moi en deux d'ailleurs. Un de l'univers canon et un de l'univers Legends. En jeu vidéo, ça marche? Oui, tout l'univers Legends, tout ce que tu veux. Bon, en termes de vaisseau, moi, non, je vais quand même mettre l'Ebon Hawk de Knight of the Republic. C'est un vaisseau cargo où voilà, c'est pas un chasseur, c'est pas un monoplace. Et donc voilà, c'est un truc où t'es à plusieurs dedans, et voilà, donc c'est un petit peu le Faucon, mais sauce The Old Republic. C'est le même type d'appareil, même type d'envergure, etc. Et ouais, c'est ce genre de truc. Ouais, c'est ce genre de vaisseau que j'aime bien, au-delà de tous les chasseurs et monoplaces, etc. Machin. Moi, c'est plus du transport polyvalent, quoi. Ouais, alors c'est un vaisseau culte parce que KOTOR, on en a parlé dans le podcast. Je pense qu'on peut dire que c'est notre jeu préféré Star Wars à ce jour, quoi. Ouais. Et Toujours, donc, moi j'aurais tendance à dire les bonnes Hawk aussi, donc qui est le vaisseau plus ou moins qui va être à l'origine qu'on assimile à Revan. Hein. Attention, spoiler, Knight of the Republic. Et mais bon, le jeu est sorti, et si vous l'avez pas fait, c'est une honte à vous. Et donc moi, c'est un truc aussi que je choisirais. Pareil, les bonnes Hawk, mais vu que tu as parlé des bonnes Hawk, je vais parler moi du Ravenclaw, qui est le second vaisseau de Kyle Katarn qui apparaît dans Jedi Outcast. Donc voilà, qui est un bon vaisseau. Son premier c'était le Moldy Crow, donc c'est pareil. Mais je préfère le Ravenclaw. Les deux se ressemblent un petit peu. Ouais, il a un côté plus effilé, le Raven. Ouais. Mais moi j'aime beaucoup, puis c'était l'occasion de parler de Jedi Outcast, qui est un de nos jeux préférés aussi, Star Wars. On en a déjà parlé la semaine dernière, c'était pas la semaine dernière, mais dans le dernier podcast. Ouais, presque, ouais. Et en fait voilà, donc c'est un truc que j'aime beaucoup. Et donc de l'univers canon, on va dire, donc soit les films ou séries ou ce que tu veux, mais de l'univers canon, tu prendrais lequel? Toujours en vaisseau, je mettrais bien, j'aimais beaucoup les espèces de... Comment ça s'appelle, les Snowspeeder, enfin les vaisseaux qui sont attaqués au début de l'Empire contre-attaque. Donc ces espèces ouais, c'est une sorte de chasseurs, mais qui vont pas dans l'espace en fait. Et voilà, parce que c'est la séquence d'ouverture de l'Empire contre-attaque était vraiment géniale. Et puis bon, comme c'est notre premier film aussi, mais j'aimais beaucoup la forme de ce vaisseau, etc. Ah, tu veux un DAC avec toi dans le vaisseau? Ouais, c'est pour avoir Dax, c'est pour avoir un copilote. Et tirer des câbles de remarquage. Ouais, je pourrais attaquer tout l'Empire à moi tout seul. C'est ça. Ou pas. Presque Dac. Dakodak, comme on dit. Ouais. Voilà. Ouais. On va l'oublier celle-là. Ouais, moi, j'aurais mieux fait de pas m'en rappeler non plus. Et donc ouais, bah écoute, alors moi je vais pas être très le Faucon Millennium, enfin voilà. Bah oui, c'est logique. Oui. Le Faucon, moi aussi j'aurais tendance à dire ça, mais c'est probablement le vaisseau le plus emblématique de la trilogie originale.
Mais alors d'ailleurs, quel faucon tu préfères? Tu préfères le faucon tout pourri de Han Solo ou alors le faucon hyper classe avec le bar et le dressing à cap de Lando avant qu'il le perde au sabac? Bah, le faucon, il a toujours il a cet aspect de vieux rafio, trifouillé, qui a du vécu et qui a aussi beaucoup de mal à fonctionner. Dans l'Empire contre-attaque, il est tout le temps en panne, ce machin. Donc c'est vrai qu'il a, voilà, et tu vois, ça c'est un travail qu'ils avaient bien réussi quand même, que ce soit dans la trilogie originale ou dans les nouveaux films ou même dans le Solo. Là, tu vois qu'il y a du vécu, il est tout brillant, les caches ils sont partout dans Solo, etc. Les espèces de trucs, des espèces de pads au mur, ils sont tout blancs. Alors qu'ensuite c'est tout jauni, t'as l'impression que ça pisse de l'huile de partout. Enfin, un vaisseau neuf c'est quand même chouette, hein, parce que tu te dis, bon ok, le contrôle technique il est à jour pendant un petit moment, donc t'as pas de réparation à faire dessus. Un vaisseau neuf c'est quand même classe. Mais ensuite, bon voilà, de toute façon, t'as l'impression que c'est deux appareils complètement différents, quoi. Ah ouais, non, mais ils auraient fait un super travail sur les deux. Bon, c'est vrai que le look, on va dire, traditionnel du Faucon, hein, et puis en plus, avec le look traditionnel du Faucon, ça veut dire que tu as L3 qui est intégré à l'intérieur. Donc bon, est-ce que c'est quand même toujours amusant pour lancer en fait le démarrage du truc, tu es obligé de taper sur le tableau de bord. Bon, allez, Ouais, on va dire que le truc pourri. Mais c'est vrai que le bar et le dressing à cap de Lando, et c'est assez cosy, c'est pas mal aussi, quoi. ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, quoi. Après, c'est vrai que c'était emblématique de la saga principale. Et d'ailleurs, tu te souviens, justement, donc, quand on regardait les films en boucle, et je sais pas si toi c'est pareil, mais moi après Star Wars, justement, j'ai pas été vraiment, et toi je crois que c'est pareil, dans les bouquins vraiment, j'ai pas lu à cette époque-là, et surtout c'était vivace par rapport aux rediffusions de télé, puis en VHS quand on se les rematait. Et les jeux qu'on faisait nous-mêmes, parce qu'on recréait forcément, tu t'amuses après chez toi dans les parcs. Mais surtout par les jeux vidéo, en fait, moi c'est ça qui m'a fait vraiment maintenir dans Star Wars, je pense. Ouais, ouais, c'est possible parce que, et encore des jeux vidéo, j'y réfléchissais, mais des jeux vidéo de cette époque-là, j'en ai pas fait des masses, et surtout avec la prélogie, il y a pléthore de jeux qui sont sortis. Et on a beaucoup joué, c'était nos années les plus actives, on va dire, dans le jeu vidéo Star Wars. Parce que moi, mon premier jeu vidéo Star Wars, c'est donc Rebel Assault, qui était sorti sur PC, CD-ROM au début 80, dans les 93, 94, je crois. ouais, je crois que c'est 94. Et pour autant, donc ça reprend énormément de choses des films, mais c'est une histoire qui est quand même à part, si j'ai pas de bêtises. Et au-delà de ça, j'étais en train de réfléchir, mais non, en fait, et pourtant j'avais une Super Nintendo, il y avait tous les Super Star Wars là. C'est le nom, hein, parce que sur Super Nintendo tout est super de toute façon. Donc tous les Super Star Wars qui étaient des bons jeux, c'était des platformers super. Et j'ai arrêté de dire super, ça fait trop de super dans la phrase. C'est le mec qui met trop de superlatifs, tu sais, et super. Ça fait penser, tu sais, rappelle à un truc qui a rien à voir là, au strip de Maliki avec la mascotte dégueulasse qui dit super. Ah oui, oui. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est le truc est super, ouais. Le truc est hyper creepy, tu vois, c'était là, sors de là. Mais oui, c'était les super, ouais. Et du coup, voilà, sur console, en fait, je crois que j'en ai pas eu. Parce que j'étais déjà sur PC. Et ensuite, bien plus tard, donc il y a eu X-Wing versus TIE Fighter. Et ensuite, il y avait Jedi Knight 2. Non, pardon. Non, le premier, pardon. Premier Jedi Knight, c'était Dark Force 2, Jedi Knight. On va s'y perdre comme la dernière fois. C'était 97, hein. Ouais, mais c'est avant la prélogie. Ouais. Oui, bien sûr que c'était avant. Et c'était parce que t'avais les sorties ciné, des versions spéciales en 97 aussi. Et voilà, et X-Wing ça devait être en 98. C'est peut-être sorti juste après Jedi Knight. Bon, peu importe. Et donc voilà, le jeu vidéo Star Wars, finalement, il se résume à pas grand chose pour ma part à cette période. Ben non, en fait, moi c'était pareil, je crois qu'en fait c'était surtout Dark Force 2, enfin Jedi Knight, puisque c'est toi qui l'avais, donc tu me l'avais gravé, ça j'avais déjà expliqué, en plus c'était sur 2 CD, donc comme un con, j'avais gravé le premier et j'avais pas les cinématiques pour le second, donc c'était un peu la merde. Et surtout c'est parce qu'en fait c'était là où il y avait les premières parties, on faisait en LAN, et je me rappelle qu'on recréait les combats, parce qu'ils avaient recréé des cartes, par exemple sur Bespin, avec la fameuse carte de la chambre Carboni, donc on recréait les combats avec Vador qui débarquait, et c'est surtout ça qu'on a joué en fait au jeu Star Wars, parce que c'était le premier jeu vraiment où tu avais vraiment cette sensation de pouvoir utiliser un sabre laser. C'était ouais, et c'était le kiff absolu, quoi, parce que avant ça je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de jeux qui exploitaient sabre laser.
Non pas que ça intéressait personne, mais c'est surtout qu'on savait pas franchement faire à l'époque encore ce genre de choses. En tout cas, pas en termes de liberté, combat et de version Ouais, FPS, parce que c'était un FPS et tout ça, et c'est vrai que on en a déjà parlé dans le podcast, on parle là-dessus, mais c'est vrai que c'était quand même génial à ce moment-là. Et justement, tu parlais, avant de parler de la prélogie, tu parles des sorties justement des versions spéciales, parce que là, pour le coup, c'est la première fois qu'on va nous les découvrir en salle. oui. Alors ça, je sais pas si tu t'en souviens bien, parce qu'on avait été les voir ensemble. Ouais, il y avait notre tante surtout qui était là. Je sais que, enfin, moi j'ai vu alors les deux premiers, je les ai vus. Retour de Jedi, pour le coup, j'étais pas allé le voir parce que je crois qu'ils sortaient un rythme régulier. Ils en diffusaient quoi, un par semaine. Enfin, il y avait une programmation très très proche. Ils étaient tous prêts et ils ont tous envoyé plus ou moins en même temps. Je sais pas si c'était un par semaine ou un par mois, enfin ils sont sortis la même Ouais. année, c'est sûr. Et Ah moi, oui, je... non, c'était très rapproché. Ouais, et moi je sais que j'avais raté le premier. Ah, Ouais, parce qu'en fait, je me rappelle, j'avais eu un bulletin scolaire pourri. Pas pourri, non mais il était pas pourri, mais il n'était pas c'est en pas fait. suffisant pour aller voir Star Wars. Il n'était pas suffisant par rapport à l'attente de mes parents. Et c'est toujours pareil, c'est le truc genre peut mieux faire, tu vois, t'es foutu quand les mecs te mettent ça, peut mieux faire, parce que ça veut dire que quelque part, ben voilà, t'as rien branlé. Bon, ce qui n'était pas faux à ce moment-là. J'étais en quatrième en 1997. Et je me rappelle en fait que qu'on devait aller le voir un samedi. Et en fait, il s'avait gueulé à la maison. Attention, super anecdote. Et en fait, finalement, il m'a dit non, mais tu iras pas au cinéma. Et tu vas, vu que tu as des notes de merde, et bien, tu vas t'entraîner à faire un truc manuel. Et mon père m'avait filé un truc manuel à faire. Genre, il fallait déplacer un tas de gravier ou de sable, un truc stupide en fait. Et j'avais raté. Et toi, t'étais parti avec un autre pote qu'on a. T'étais parti au cinéma le voir. Et par contre, en fait, effectivement, la semaine suivante ou les deux semaines après, on avait été voir l'Empire contre-attaque en salle. Et donc justement, bon, puisqu'on parle des versions spécialisées, tout ça, je sais que là on est un peu différents nous. Toi t'es en version despecialized et moi ça va. Donc est-ce que tu peux expliquer aussi pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les fameuses versions Alors, donc, il y a plusieurs versions de la trilogie originale. Donc, tu as la version d'époque, donc des années 70-80. Ensuite, il y a eu les rajouts de 1997, pour lequel ils avaient sorti un joli coffret VHS qui intègre ces versions-là. Ensuite, en 2006, la prélogie est passée par là. Ils ont ressorti un coffret de la trilogie originale en DVD, donc c'est la première version sur ce support-là en DVD, donc qui incorpore les rajouts de 1997 et aussi d'autres petits rajouts esthétiques. Et là, tu vas m'aider parce que je sais pas si la version du coffret Blu-ray qui est sortie en je sais plus quelle année, je sais pas si elle est identique au DVD ou pas, ou s'il y a encore d'autres petits rajouts. Je crois qu'il y en a encore d'autres petits. Alors en fait c'est pas des rajouts mais c'est au niveau des Blu-ray, il a vachement retravaillé l'image paraît beaucoup plus froide alors qu'il y avait un grain qui était très fort en fait sur la trilogie originale parce que la trilogie originale il voulait donner vraiment un aspect limite documentaire George Lucas sur cet aspect là. Ouais voilà. Et en fait quand il a ressorti le coffret il a voulu lisser parce qu'en fait dans son esprit à lui maintenant tu regardes dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc justement il a voulu qu'il y ait une sorte de cohérence quand même visuelle. Pas forcément au niveau de la DA, parce que les DA sont vraiment différentes, et je pense qu'on va en parler rapidement quand on découvre justement nous la prélogie, nous et tous les fans de Star Wars qui l'attendaient à ce moment-là, et c'est vrai que ça a gueulé, parce qu'il y en a qui voulaient retrouver le grain original, mais moi je comprends sa vision, et c'est vrai que pour au niveau, comme tu dis, les trucs d'édition spéciale, c'est parce qu'il a rajouté des scènes, il a modifié des scènes, dont la fameuse scène où Han Solo bute Greedo, alors que là il a modifié un truc qui est un peu qui est raté, c'est vraiment moi le seul reproche que je pourrais faire à cette version corrigée, c'est qu'il a voulu que Han Solo soit moins, on va dire, moins cynique et moins tueur sur cette version-là, donc c'est pour ça qu'il a corrigé, et c'est vrai que c'est un peu ridicule, et moi après il y a des ajouts qui sont pour les enfants, et oui c'est pas terrible, mais bon après tout, et voilà quoi, c'est pas un souci, et puis après il a quelques dialogues aussi qu'il a modifiés aussi pour... ce qu'il a rajouté avec la sortie des Blu-ray justement, c'est les fameux... le fantôme d'Anakin qui est plus le même, puisqu'on a Anakin jeune, et dans les dialogues le fameux No de Darth Vader, donc qui fait évidemment un peu cheesy, mais c'est pour faire une cohérence et un écho à ce qui se passe entre le 3 et le 6. Donc je sais que moi ça me pose pas un problème, et je comprends en fait que les gens tiennent vraiment à la version originale, mais moi je prends du point de vue que selon la vision du créateur, donc qui est George Lucas, pour lui c'est ça, sa vision, donc moi en fait je l'accepte totalement. Et après c'est comme pour tout entre l'univers canon et Legends, il y a des gens qui disent ouais mais ils ont mis ça en Legends, ça fait chier le nouveau canon Disney.
mais en fait après, chaque œuvre, elle est ce que vous voulez qu'elle soit. Donc si vous voulez que pour vous c'est les versions pas spécialisées, si vous voulez que la trilogie de Tron en bouquin des années 90 qui est maintenant considérée comme Legends, pour vous c'est ça le vrai Star Wars, et bien dites-vous que c'est ça le vrai Star Wars. Enfin, je veux dire, l'un n'exclut pas l'autre en fait, c'est vraiment... les gens ont du mal à le comprendre, mais je veux dire, les gens vont te dire ouais mais ça c'est pas Star Wars. Non, c'est pas ton Star Wars. Et moi, ce que je pourrais dire par rapport au dernier film qui est sorti, que je trouve complètement nul, mais en fait, je me dis, c'est pas mon Star Wars, mais bon, s'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment. Il y a des gens qui ont aimé, et puis voilà. Bon, après, j'estime qu'il sabote un peu tout quand même, c'est ce qui est un peu dommage. Mais on va pas s'étendre là-dessus, on va peut-être partir plus sur la prélogie qui, quand elle débarque. Paradoxalement, le premier film, moi, je le vois pas au cinéma, et même si j'étais fan de Star Wars, j'ai pas encore cette furie Star Wars vraiment, et je vais pas le voir en salle celui-là, je sais pas si toi tu l'as vu en salle. Et c'est un film qui désarçonne pas mal de monde à l'époque. Ouais, je l'ai vu 3 fois et je me souviens, alors j'étais en déplacement de la famille, j'étais en Vendée et je l'ai vu dans un petit cinéma là-bas avec mon père. Et je l'ai revu ensuite 2 fois à Bayonne, au Vauban, je pense. Et le Vauban, Feu le Vauban qui n'existe plus. Feu le Vauban, ouais. Donc, c'était un bon cinéma, Vauban. C'est un bon cinéma, on a regardé un paquet de films là-bas. Donc les Star Wars, il y avait Jurassic Park aussi à l'époque, enfin plein de bons films, bref, que de souvenirs. Et donc oui, alors, je l'ai vu et effectivement, il désarçonne complètement parce que déjà, tu sais que ça se passe avant, tu t'attends à ce que ce soit différent, mais pas autant quoi. Et en fait, le point de départ du film est très perturbant. Tu t'attends tout de suite à des complots galactiques, le bien contre le mal et tout ça. Ben non, en fait, ça se passe avant. Tout ça, ça n'existe pas. Les sites se cachent, etc. Donc, tout se trame en fond, mais c'est le fil rouge de toute la prélogie finalement. Donc là, quand tu dis ouais, il y a un blocus sur la planète Tabou et tout ça, tu dis mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est quoi l'intérêt de nous montrer ça? Et alors évidemment, c'est de toute façon, tout le monde dit c'est une très grosse claque visuelle, c'est le film qui est le plus en avance technologiquement là-dessus avec ILM qui fait un boulot absolument génial. Mais c'est vrai qu'à la fin tu te dis, je sais pas, ouais ok, il y a la naissance de Dark Vador, ok, il y a un jeune gamin, etc. Mais c'est pas transcendant en fait, t'es pas transcendé. Mais de toute façon, avec le recul, on s'est dit que ce film-là n'avait pas du tout cette vocation-là. De toute façon, c'est juste poser les bases des 2 autres films. Donc voilà, c'est toujours super foisonnant, c'est toujours extrêmement bien travaillé, c'est très bien lissé. Enfin, d'ailleurs, le film, il a une patine qui est presque trop lisse, trop propre dans ses effets spéciaux. Avec le recul, ça peut déranger un petit peu, mais bon, moi à l'époque, on s'en foutait un peu. Mais voilà, donc le film, tu dis ok, d'accord, par contre j'aimerais vraiment voir la suite, de voir ce qu'ils vont en faire, quoi. C'est surtout cet arrière-goût-là qu'a ce premier film, en tout cas pour moi. Ouais, moi c'est drôle parce que tu vois, donc, quand je l'ai vu après, je dis ouais, bon, c'est sympa, et en fait je pense que c'est un grand film, enfin c'est pas un grand film, il fait partie des films incompris, et en fait plus je le vois, plus je l'aime ce film-là, et plus je trouve en fait c'est une super... Enfin, je pense que les gens, et c'est peut-être pour ça qu'à l'époque on l'entrevoit mal, parce que tout le monde s'attend à ce qu'on ait le même type de Star Wars en fait qu'on a eu avec la première trilogie. Et en fait, comme tu dis, il change tout, et en fait c'est une grosse prise de risque. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point... Alors forcément, il y a des gens qui allaient le voir, donc ça allait fonctionner, mais je veux dire, il aurait pu comme plein de gens d'ailleurs qui pendant très longtemps, après la trilogie, ils ont dit ouais, mais ça nous plaît pas et tout ça, parce qu'il change tout. Genre et c'était Doug Chiang qui s'occupe de tout ce qui va être artistique sur la prélogie. Il avait fait des premiers concept art qui reprenaient vraiment le style de Macquarie, donc qui s'était occupé de la première trilogie, et Lucas lui dit non mais je veux pas du tout ça, je veux tout changer, je veux que tout soit différent. Et en fait c'est ça, il prend une grosse risque de lancer quelque chose qui soit totalement différent, ne soit dans les thématiques, dans les enjeux. Le fait Anakin, on dit on va voir le jeune Anakin, donc on sait qu'il va finir Dark Vador. Et là en fait on s'attend à ce que ce soit un ado tout comme ça, et non, il nous met un tout petit gamin, tout mignon, tout gentil. Il y en a plein qui ont jeté des paquets après sur Jack Lloyd en disant il est mal dirigé tout ça, mais en fait le mec part vraiment dans l'idée de faire une sorte
c'est limite, c'est pour ça que c'est théâtral, parce que c'est limite une sorte de tragédie à l'ancienne. Et oui, c'est très théâtral, mais je crois que c'est une volonté totale de Lucas. Alors après, dans l'exécution, ça aurait pu être mieux. Mais c'est vrai que c'est assez ahurissant hein, quand tu le revois de te dire que le mec prend des gros risques. Il fait pas des. Il y a quelques scènes épiques, hein, le combat Darth Maul contre Qui-Gon et contre Obi-Wan forcément, la course de pod qui est fantastique. La course qui était géniale. Ouais, c'est limite équivalent de celle de Ben-Hur du film de Wilder dans les années 50, parce qu'en plus au niveau de la... C'est une scène où en fait la musique, elle arrive que vers la fin, et pendant la grande majorité de la course, c'est que de l'audio design en fait, du sound design. Ouais, le sound design était absolument génial. De toute façon, je crois que ça avait été récompensé à l'époque comme séquence d'action, meilleure séquence d'action de cette année-là. En même temps, il risquait pas de se prendre des masses d'Oscars non plus, ce film, parce qu'il y a un petit film qui était venu juste avant, qui s'appelle Titanic. Et Cameron a tout raflé, donc il restait absolument plus rien pour Star Wars. Mais je sais qu'il avait eu cette petite distinction honorifique. Ouais, mais c'était fantastique. Et c'est vrai que voilà, il y a même le côté politique et tout ça, il y avait des grosses prises de risques. Et c'est des choses en fait que les blockbusters de nos jours sont incapables de prendre. D'ailleurs, le The Force Awakens ne prend aucun risque. Et c'est pour ça que Lucas, d'ailleurs, à l'époque, avant que Disney lui dise bon maintenant tonton, tu vas aller repartir au ranch. Tu vas fermer ta gueule. T'as signé le contrat, tu vas fermer ta gueule et tout ça. Mais quand le film sort, en fait, il avait dit qu'il était déçu parce que pour lui, ben oui, c'était... Il disait ouais mais voilà, il n'y a pas de prise de risque et c'est vrai que lui, il prend des risques, il le prendra même avec l'attaque des clones, et là où finalement il va faire un petit peu de marche en arrière, ça va être dans le 3 où il va couper des scènes politiques, et c'est dommage parce que quand on voit les scènes coupées qui étaient vraiment intéressantes, parce que bon voilà, il y avait son producteur de l'époque aussi, Rick McCallum, il y a eu des trucs, mais c'est vrai que pour l'époque en fait c'est ça, ça désarçonne beaucoup de monde, mais pourtant tu vois la prélogie maintenant de plus en plus de personnes la remettent, la réélèvent. Après, il peut y avoir plein de défauts. Moi, je sais que là où ça kick vraiment Star Wars, alors c'était le jeu vidéo, on va pas en reparler avec de KOTOR parce qu'on sait qu'on aime tout ça et c'était le début des années 2000. Mais moi, c'est surtout en fait avec l'attaque des clones que je vais vraiment me raccrocher à Star Wars, et c'est un film que beaucoup détestent et qui disent que c'est le plus mauvais de Star Wars. Et ça, je ne comprends pas. Mais bon, de toute façon, les avis sur Star Wars et les classements, chacun a le sien. Et puis voilà, mais c'est vrai que. Alors qu'à l'époque, je me rappelle, on lisait les journaux à l'époque, tu sais, les trucs avec du papier là, et la presse disait, mais est-ce que ce serait pas le meilleur Star Wars jamais produit, quoi. En englobant les 4, 5 et 6 qui étaient sortis avant. Et moi, j'avais adoré, et je comprends pas comment il peut être aussi détesté de nos jours. Bon, ça m'échappe, mais bon, passons, quoi. Moi, c'est pareil, je l'aime beaucoup, je l'ai vu, je crois que c'est un de ceux que j'ai vu, bon, à part la trilogie originale, sinon c'est celui-là que j'ai vu le plus, parce que justement, en attendant que le 3 sorte, donc le premier sort, enfin, le 1 sort en 99, ça sort tous les 3 ans, l'autre 2002 et après 2005, et je l'avais le DVD avec, il y avait 6 heures de bonus, et je le matais en boucle, je m'en rappelle, et moi, c'est comme toi, en fait, je vois qu'il y a plein de défauts d'exécution et tout ça, mais je trouve qu'il y a, je sais pas, il y a un truc dedans, et alors forcément, la romance, ça paraît un peu niaise, mais là encore, quand tu vois les personnages, quand tu vois le personnage d'Anakin, et c'est pour ça Anakin, Hayden Christensen en avait pris plein la gueule aussi en disant ouais mais c'est un ado qui fait que chouiner, il est con et ça, mais le personnage, quand tu réfléchis bien, le personnage il est écrit comme ça, hein. Non mais surtout il peut pas être autrement en fait. Non. Et là encore c'est un super risque quoi, c'est ouais le grand méchant de la galaxie tout ça, mais c'est un ado qui chouine, qui est mal dans sa peau, qui quand il drague en fait c'est hyper creepy, mais parce qu'il ne sait pas, c'est comme le fameux truc sur ouais mais moi j'aime pas le sable et tout ça, mais parce que le mec il ne sait pas, c'est un mec qui socialement n'est pas adapté, et je trouve que ça rend super bien, et j'ai jamais compris ces paquets qu'ils prenaient dans le truc, parce qu'il y a quand même en plus des scènes qui sont épiques, qui sont géniales, enfin la bataille de Geonosis, bon le truc que je trouvais un peu ridicule, moi je sais qu'il y en a qui aiment. Bon, le fight de Yoda contre Dooku, enfin voilà, un mec de 80 ans contre. Moi, je trouve ça toujours un peu ridicule. Il y en a qui kiffent Yoda, mais j'avoue que Yoda, c'est pas mon perso préféré non plus, donc je trouve ça un peu con. Ouais, mais c'est vrai que pour le coup, son combat dans l'épisode 3, je l'ai trouvé un petit peu mieux fait. Il y avait un côté trop burlesque dans son combat contre Dooku. Je sais pas, en fait, ils avaient juste envie de montrer Yoda, de montrer toute la puissance de Yoda, parce qu'à un moment donné, faut le voir à l'œuvre, et je pense qu'ils ont peut-être un petit peu trop fait dans son combat. Et c'est vrai que Dooku, c'est compliqué parce que c'est une doublure qui tape dans du vide, parce que Yoda est numérisé, et les gros plans sur Dooku, Christopher Lee il avouait oui, j'ai fait beaucoup d'épées dans ma jeunesse, mais bon, mes bras ils arrivent à bouger, mais mes jambes plus trop, ouais, je suis un peu vieux, donc voilà, et bon, c'est logique, quoi. Tu peux pas non plus faire autrement à l'époque. Il y a ce côté vraiment où il y a des plans, tu dis ok, ça en jette, et des fois sur les plans approchés, c'est
le rythme casse un petit peu, mais bon, enfin, voilà, quoi, c'est l'époque, c'est comme ça. Mais moi j'ai adoré et les clones, voilà, tout le combat, enfin, toute l'intro sur Coruscant avec la poursuite de nuit, là, et quand ils vont dans le bar et tout ça, mais je trouve qu'il y a une atmosphère, c'est génial. Enfin, ce que fait les nouveaux films à côté, je trouve ça nul à chier. Mais c'est ça, il joue en fait sur les genres parce que, comme tu dis, en fait, il y a deux films en un, même trois films en un, le film de guerre vers la fin, puis le côté un peu politique. Mais en fait, tout le côté Anakin, c'est une sorte de romance, oui, qui est un peu niaise, mais en même temps, on parle d'une fille qui a toujours été, qui est encore jeune et qui a jamais été trop dans les trucs romantiques parce qu'elle s'occupait de politique, et avec un ado qui grandit trop vite, mais qui est dans son corps d'ado et qui sait pas comment faire. Donc ouais, c'est un peu niais, mais en même temps, il y a ce côté un peu c'est amour pour toi à l'ancienne, et c'est une volonté. Et à côté de là, tout le côté avec l'enquête d'Obi-Wan, en fait, comme tu dis, l'ambiance, en fait, on est limite dans une sorte de roman noir, en fait, c'est du roman d'enquête, et donc il marie les genres, moi je trouve ça vraiment génial, et même dans les costumes et tout, t'as vraiment un côté, oui c'est ça, avec l'homme qui est dans l'ombre, qui est dans l'ombre, c'est t'as un chasseur de primes, mais qui a engagé un autre chasseur de primes, qui est engagé lui-même par un site, ça c'est vraiment ce côté film noir, tu vois. Ouais, et puis l'intrigue qui se développe vachement avec les clones qui ont été commandés par quelqu'un, on sait pas qui, tu sais qui se trame quelque chose et tout. Moi j'avais adoré toute cette phase-là, quoi. Ouais, et puis c'est là aussi que t'as. Pour moi, d'ailleurs, tiens, je vais te poser la question après, mais pour moi, tu vois, Across the Stars, donc qui est le thème principal de Padmé et d'Anakin, le thème d'amour, ben, je pense qu'à ce jour, ça reste mon thème préféré de tout Star Wars, tout compris, même s'il y a des thèmes cultes. Donc, toi, justement, c'est quoi, on va dire, ton thème préféré? Moi, je sais que c'est celui-là, tu vois, et après, il y en a plein que j'adore, hein, mais celui-là, je crois que c'est le premier qui me vient. Thème ou musique? Enfin, thème de personnage ou musique Bah déjà on va dire un thème, pas de personnage mais un thème classique, et après tu me diras quel est ton OST général pour un film préféré. Ouais, bah le thème, enfin, bah du coup on n'est plus du tout dans la prélogie, mais moi j'aime beaucoup le thème de l'empereur dans le Retour du Jedi. Très sombre, je trouve que il a franchement fait du bon boulot là-dessus, le père Williams. Et ouais, c'est l'un de mes thèmes préférés, je dirais. Ouais, avec l'espèce de chœur très grave Ouais. qui Très grave, très lent, très intimidant. Donc, je crois que la première fois qu'il jouait, c'est donc quand Vador amène Skywalker voir l'empereur. Donc, dans le Retour du Jedi, et là tu vois l'empereur enfin en chair et en os. Parce qu'avant, quand il arrivait, tu vois pas franchement son visage, et là tu le vois. Et voilà, tu dis bon, ok, il y a personne, c'est grand, c'est sombre, il y a que des gardes, la garde de l'empereur. Je vais pas dire ça fait flipper, mais voilà, c'est vraiment la personnification de l'empereur, quoi. Ouais. Voilà, je pense que c'est celui-là. Comme ça, à chaud, je dirais que c'est celui-là. Ensuite, il y a beaucoup d'autres musiques que j'aime, mais en thème, je dirais thème de personnage, je dirais que c'est celui-là. Ouais, moi, je comprends effectivement, moi, il y a un truc. Bah, après, c'est vrai que là, après, t'as la marche impériale, c'est on va dire le thème de Vador, ça. Mais non, moi, c'est vrai Oui. qu'Across the Stars, le thème de l'histoire d'amour comme ça. Et après, si je veux vraiment prendre un perso, ça serait le thème de la princesse Leia, qui est encore un autre thème de romance en fait. Mes thèmes préférés sont les thèmes de romance peut-être. Mais c'est vrai que Across the Stars, je trouve qu'il est. Enfin, ça raconte tout. C'est une pièce que je trouve magnifique. Et alors après toi, par contre au niveau d'une BO, enfin d'un film complet Star Wars, c'est laquelle que tu préfères le plus, ou que tu voudrais mettre en valeur là, profiter pour mettre en valeur donc. Je dirais que c'est celle de l'Empire contre-attaque. Ouais, je pense, ouais. Et j'ai beaucoup de musique en tête quand le faucon il s'enfuit, qu'il est pourchassé, qu'il doit aller sur un astéroïde. T'as des moments graves au piano, etc. Ensuite, t'as toute la romance aussi qui commence à s'installer entre Leia et Solo, donc t'as de jolis thèmes. Ouais, je mettrais celle-là, ouais. Même si là, quand j'ai réfléchi, j'en ai pas tant de souvenirs que ça, mais je sais qu'il y a des thèmes qui sont absolument magistraux là-dedans. Mais ensuite, c'est compliqué de faire des classements. Ouais, tout est magistral dans les OST Star Wars en même temps. Ouais, mais c'est compliqué de faire un classement parce que moi, j'adore aussi Un Nouvel Espoir, rien que pour le thème de la cantina, c'est franchement génial. Puis il y a d'autres choses aussi, il y a les qualités d'enregistrement qui jouent, enfin, il y a plein de choses. Mais non, là comme ça, elle est Empire contre-attaque. Ouais, bon, moi je dirais quand même, pour moi, enfin, mon préféré vraiment, c'est la revanche des Sith. Je trouve que c'est l'apothéose en fait. Ouais, c'est vrai que ouais,
Ouais, c'est vrai que ça défonce. Enfin, je trouve quasiment toutes les pistes sont. Et puis il y a une variété, que ce soit la bataille des héros, donc entre Obi-Wan et Anakin, et puis après tout. Même quand il va balancer le côté limite, tu sais, un peu oriental arabisant, je crois que c'est Natasha Atlas qui faisait la voix sur la scène où justement, avant que tout se déclenche, où tu vois Padmé d'un côté, Anakin de l'autre, pour moi, qui est une des plus belles séquences de Star Wars. Pour moi, c'est une des plus belles. Et en fait, tout est dit, tout est montré, et tout est dit. T'as celle de l'Ordre 66 aussi, le thème, Oui. Il te fait presque chialer quand ils sont tous massacrés, etc. Et l'enterrement de Padmé et tout. T'as l'enterrement de Padmé, ouais, franchement, c'est que c'est un beau boulot. Non, cette BO, elle est fantastique. Enfin, franchement, c'est la revanche des Sith. Mais enfin, je sais pas pour toi. D'ailleurs, puisqu'on est dans les. Après, on va peut-être parler aussi un petit peu quand Disney rachète tout ça. Mais justement, comme ça, bam, puisqu'on est sans filet. Alors, sans faire des classements en entier, parce que ça, j'ai pas envie. Mais justement, si t'avais un podium Star Wars à me sortir de films Star Wars, ça serait lesquels? Un podium. On parle que des 6 premiers là, pour le moment. Ah, tu peux tout mettre. Non, tu peux tout mettre en fait, si t'as envie. J'en sais rien, c'est un truc, j'ai jamais réussi, et je crois que j'ai renoncé, et en fait, je me suis, comment dire, j'ai jamais voulu faire un classement, enfin, personnellement, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Encore les 6 premiers, pourquoi pas, parce que c'est Lucas qui a l'écriture sur tout. Mais il y a un tel fossé, il y a 30 ans entre les deux premières trilogies. En termes de narration, d'écriture, c'est pas la même chose. En termes d'acting, non plus. Les effets spéciaux, je t'en parle même pas. Ah, mais après, moi, je te parle d'un côté émotionnel en fait, pas forcément intellectuel. Ah, émotionnel, hein. Parce que moi, je vais te dire, pour être franc, en fait, je peux pas faire un classement complet des Star Wars. Je sais en fait quels sont mes 3 préférés. Je sais quels sont les 2 que je trouve les plus pourris. Et après, au milieu, je peux pas en fait. C'est impossible, je peux pas, tu vois, les hiérarchiser. Par contre, je sais que mon podium, il s'est quand même assez détaché parce que je sais que c'est 3 films pour 3 trucs différents. En plus, déjà, je cache jamais le premier, La Guerre des Étoiles, parce que pour moi, c'est la découverte, donc quelque part, il est à part, tu vois. C'est celui-là qui t'introduit. Et après, voilà, je sais qu'au bas de l'échelle, je sais qu'ils sont réalisés par la même personne, qui n'est pas George Lucas. Et mon podium, par exemple, tu vois, c'est pour moi, celui-là l'Empire contre-attaque, c'est quand même vraiment voilà, tu vois, il y a tout dans ce film-là, et je trouve que c'est fantastique. Et après, avec lui, sans forcément dire 2 et 3, mais avec lui, je veux dire, sur les marches, il y a la revanche des Sith, justement, parce que je trouve que c'est un aboutissement, une espèce de la tragédie qui explose, et peut-être qu'il y aurait des choses qui auraient pu être mieux ou pas, mais je trouve que voilà, c'est un tour de force, parce que voilà, tous les événements qui arrivent, tu sais, quand tu as suivi la saga, qui vont arriver. Et il n'empêche que ça arrive à te marquer parce que, comme tu dis, la mise en scène, mais aussi donc la musique, enfin, voilà, c'est vraiment une tragédie antique, moi j'adore ça. Et celui-là que je mets sur le podium aussi, pour le coup, c'est un film produit par Disney, c'est Rogue One qui m'a vraiment marqué. Je me rappelle quand je suis sorti du cinéma, et je sais qu'il y a des fans qui disent à chaque fois, c'est un peu la tarte à la crème de dire, oh, c'est le meilleur Star Wars depuis l'Empire contre-attaque. Mais c'est vrai que c'est une des réflexions que je me suis fait quand je suis sorti du cinéma. Je me suis dit, mais putain, en tout cas, c'est là où j'ai eu le plus de. Pour un Star Wars, c'est là où j'ai eu le plus d'émotions en salle. C'était la revanche des Sith et Rogue One. C'est clair. Donc c'est pour ça que je les mets comme ça, et pour la connexion et tout ça. Alors après, toi, je sais pas. Bah, Rogue One, c'est sûr. Moi aussi, j'ai adoré ce film. Je fais partie de ceux qui aiment beaucoup Rogue One. Et puis bon, vu qu'on parle de sortie en salle, ben oui, c'est logique. C'est un film récent, donc voilà. Ensuite, oui, pareil, Revanche des Sith, mais tu vois, je peux pas mettre les 3 premiers Star Wars dedans. Enfin, ouais, si, peut-être l'Empire contre-attaque. Je sais pas, c'est super compliqué. Mais en termes de charge émotionnelle, effectivement, la Revanche des Sith, oui, parce que à la fin, tous les thèmes qui se jouent, etc., c'est très très bien maîtrisé. Et puis bon, Rogue One, moi j'ai adoré aussi. Ouais, et puis d'ailleurs, on parlait de justement, avant le rachat de Disney, mais justement, en plus, le côté émotionnel, c'est que quand la Revanche des Sith sort, pour nous, en fait, Star Wars, c'est fini. Enfin, Lucas a dit qu'il n'y aurait plus, donc en fait, c'est le dernier Star Wars. Donc t'as ce côté-là aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. Et après, il y a Clone Wars, la série qui va un peu faire vivre tout ça, qui est la dernière œuvre vraiment, en fait, où Lucas est là, puisqu'en fait, il coproduit avec Filoni, et t'as vraiment son empreinte, et ça donne encore plus de... Je sais que tu l'as vu récemment, toi, la série. Oui. Et justement, c'est une série qui rajoute encore plus en fait à tout ce qui est préquel, et c'est pour ça que je pense qu'en fait, si je devais choisir ma période préférée pour l'instant de Star Wars, alors hormis tout ce qui est l'Ancienne République avec KOTOR, mais
de l'univers canon, je pense qu'en fait c'est toute l'ère de la prélogie, c'est peut-être ce que j'aime le plus en fait dans Star Wars, je pense maintenant. Bah oui, parce que ça s'est beaucoup plus développé, mais moi j'ai toujours une affection particulière pour la trilogie originale. Quoi qu'il y ait pu y avoir derrière, difficile à dire en fait. C'est parce que t'as l'aspect nostalgique qui est trop important aussi. Et puis c'est super fun à revoir. Enfin, moi, franchement. Alors, tiens, quand il y a eu l'annonce par Disney, c'est un truc, tu l'as vécu comment? Parce que je sais qu'il y en a qui avaient peur, d'autres qui étaient contents. Toi, tu disais quoi en fait? Moi j'étais super mitigé. T'as le côté, tu te dis, bon, le dernier Star Wars c'était en 2005. Ok, on va en avoir d'autres, mais ouais, mais attends, c'est pas Lucas qui est derrière. Qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Et en fait, moi en fait, parce que la fin de Star Wars, bah, en fait, elle date de 83. Donc, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une suite directe à ça, etc. Moi, j'avais surtout peur, en fait, qu'ils sortent plein de produits dérivés ou des séries ou des jeux, il n'y a pas de problème. Alors, les films, je me suis dit, non, c'est super casse-gueule. Et plus ça va, plus je me suis dit que c'était franchement une mauvaise idée. Même si j'avais pas du tout aimé ce qu'avait fait George Lucas, sa vision par rapport aux modifications sur la trilogie, etc. Donc bon, on en a parlé, mais bon, moi j'avais bien aimé la prélogie. Pour moi, c'était bouclé en fait, et je n'attendais rien d'autre de Star Wars, si ce n'est l'univers étendu. Et alors les films, je me suis dit, non, je me suis dit, ok, je vais être super excité à l'idée de retourner en salle voir un Star Wars. Mais franchement, j'ai peur, quoi. J'ai peur de ce qu'ils vont faire. Sans savoir qui allait réaliser quoi, sans savoir que c'était Abrams ou peu importe, je me suis dit, ça sent la suite purement commerciale et pour faire du fric, quoi. Moi j'étais comme ça, quoi. Ouais, bon, moi j'étais content parce que alors pour le coup, moi j'étais vraiment revenu vraiment dans Star Wars parce que j'étais à fond dans Clone Wars à cette époque-là. Et donc j'étais blasé parce qu'ils avaient annoncé avec le rachat que Clone Wars, la série ne serait pas bouclée. Maintenant elle va être bouclée, c'est l'avantage. Et justement, non, moi je me disais, en fait on aura plein de Star Wars et ce qui sera bon on le prendra, ce qui sera pas bon ou pas. Et tu vois, j'avais toujours l'univers étendu, j'avais commencé à m'y mettre un petit peu, à lire des bouquins, un truc comme ça. Mais c'était le bordel, c'était quand même assez le foutoir, il y a des trucs très bons, mais voilà, moi j'aime bien quand il y a un univers cohérent, tu vois. Et justement, je me suis dit, c'est la bonne occasion. Donc c'était vraiment ce côté univers canon qui m'intéressait. Et d'ailleurs, il se trouve que maintenant, ils ont sorti des films au cinéma, les 2 spin-offs et puis la nouvelle trilogie, hein, la post-logie, ce qu'on appelle. Et paradoxalement, la nouvelle trilogie qui devrait être le grand argument de vente en fait de ça, c'est ce que j'aime le moins en fait quasiment dans l'univers canon qu'ils ont fait. Et après, au niveau des bouquins, je trouve qu'il y a des trucs qui sont super bien et tout. Donc Ah bon, moi je suis beaucoup moins que toi. Tout ce qui est bouquins, comics, j'ai du mal à trouver le temps. Mais ouais. Et en fait, ce qui décevait beaucoup aussi à l'époque, c'est que les mecs ils disent, ok, on a racheté. Alors tout l'univers légende, on va le foutre à la benne et puis voilà. Alors, avec un petit peu de recul, tu dis bon oui. De toute façon, les bouquins, ils sont imprimés, ils vont pas disparaître, donc on s'en fout. Mais c'est cette démarche aussi. Il y avait un petit peu ce côté. C'est vraiment trop le bordel, c'est vraiment trop pourri ce qui a été fait, donc nous on est là, on va reprendre les rênes et on va faire notre sauce et ce sera bien. Il y avait un petit peu ce côté un peu impertinent dans le discours de Disney pour dire ouais non, on est là et on va faire quelque chose de bien. Alors que peut-être pas finalement, bon bref, voilà, ça on va peut-être en reparler plus tard, mais voilà, la démarche manquait un petit peu d'humilité, on va dire, je trouve. Surtout pour quelqu'un qui a racheté la plus grosse licence. Personne pensait que ça arriverait. Personne pensait que Lucas allait se séparer de son bébé. Et il l'a fait. Et donc voilà, la façon dont ça a été fait, moi, ça m'a beaucoup déplu en fait. ouais, non, moi tu vois, je l'ai pas vécu comme ça, mais parce que je te dis, tu vois, je me suis dit non, au contraire, qu'ils fassent table rase en même temps, ils détiennent maintenant les droits. Alors le truc, il faut pas supprimer, genre, si forcément si t'avais dit tous les bouquins, tout ce qui a été publié, on les fout, on les brûle, et tu vois, c'est l'auto-da-fait, donc bon, non, ça m'aurait emmerdé. Mais après, que les mecs veulent créer leur propre univers machin cohérent, et puis moi j'avoue que l'univers canon qu'il y a maintenant, il m'intéresse beaucoup plus que l'univers étendu, même s'il y a des trucs que j'adore dans l'univers étendu, hein, tout ce qui est KOTOR, République, machin, il y a vraiment des super trucs, mais bon, voilà, moi c'est comme ça, donc moi j'ai pas été déçu, à part avec surtout le dernier film, qui pour moi vient de tout, mais fait beaucoup de choses. Et puis il a rien compris à ce que. Il a pas très bien compris à ce que racontait Lucas, je pense. Mais en fait, ouais, je comprends, c'est ce que tu dis, mais
En même temps, c'est comme quand Lucas fait sa version Specialized, quoi. Les mecs, maintenant, c'est leur œuvre. En tout cas, c'est leur œuvre. En tout cas, ils sont détenteurs des droits. Eh bien oui, ils font ce qu'ils veulent. Et après, si on n'est pas d'accord, eh ben, on peut se reporter ailleurs. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas aimer. On n'achète pas et puis voilà, hein. C'est toujours le même souci, hein. Mais voilà, donc faut faire avec. Effectivement, oui, ça déçoit parce qu'en fait, les gens ils veulent. Voilà, là on est complètement dans le débat. Mais à qui appartient l'œuvre? À ceux qui la regardent ou à celui qui l'a créée? Et ben, ceux qui la regardent aimeraient que ça leur appartienne, surtout pour des trucs de la pop culture comme Star Wars. Les gens ils aimeraient que ça change jamais, quoi. Et eux, quand on leur vend du Star Wars, ils veulent pas du Star Wars 2.0, ils veulent du 1.5 ou même pas, quoi. Et non, ils ont pas compris qu'en fait, c'est pas ça qui allait se passer. Et c'est pour ça que la pilule est pas passée. Mais voilà, je veux dire, quand la prélogie est sortie, t'avais toujours les mêmes cons qui râlaient aussi pour ça. Et puis au final, les mecs qui disent ah ouais, ben, la prélogie c'est pas si mal vu la merde qu'a fait Abrams. Oui, mais bon, à l'époque tu râlais quand même, donc faut savoir ce que tu veux, quoi. Les gens sont jamais contents, c'est comme ça. Ben, c'est ça, et puis surtout maintenant avec tout ce qui est les réseaux, tout comme ça, alors que voilà, tu vois, c'est toujours pareil, c'est souvent des minorités, en tout cas les plus toxiques c'est des minorités, mais ce qu'on appelle les minorités visibles, parce que voilà, ils sont forts en gueule, donc t'as l'impression en fait, que beaucoup de gens ont détesté The Last Jedi, que beaucoup de gens ont détesté ceci, cela, même The Rise of Skywalker, alors que la plupart du commandé mortel n'en a rien à foutre. Mais c'est vrai que bon, après il faudra voir, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut pas dire en termes de financier, ça a été un succès. Mais en tout cas, cette nouvelle trilogie, d'un point de vue quand même critique et public, il y a quand même des dissensions comme ça. Bon, ça se voit être le cas dans Star Wars. Hein. Et d'ailleurs, on voit qu'effectivement, on sait pas trop ce qu'on va voir comme film pour la suite. Hein. Il y a des rumeurs, mais il n'y a rien d'annoncé. Et c'est vrai qu'ils sont plus concentrés sur les séries. Alors peut-être les jeux vidéo, parce que c'était un peu le point faible. Et je sais que toi comme moi, on l'attendait beaucoup. Bon, on a discuté, on va pas revenir là-dessus. En fait, finalement, moi, les histoires préférées de Star Wars depuis que Disney a racheté, c'est vrai que ça va être dans des romans ou ça va être dans des séries, quoi. À l'exception de Rogue One et même Solo, que j'ai quand même vraiment trouvé sympa, qui a pris plein la gueule lui aussi Solo, alors que pour le coup, il a un côté vraiment en plus old school à l'ancienne. Et oui, d'ailleurs, la question que je voulais te poser aussi, je sais pas si c'est une perception que tu as comme moi, c'est que indépendamment de la qualité des films qui peuvent sortir maintenant, et donc peut-être à l'exception de Rogue One et de Solo, j'ai retrouvé ça. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'il y a une... Enfin, c'est une perception peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une magie que je retrouve pas justement dans cette nouvelle trilogie. Tu vois, ils ont beau recréer les trucs un peu... Abrams, à la limite, fait des trucs pas à l'identique, mais pas loin. Mais je sais pas, je trouve que même dans la prélogie, même malgré leurs défauts, ce que tu veux, et donc dans la première trilogie, je sais pas, t'as une magie, un truc, un souffle que j'ai beaucoup de mal à retrouver en fait. Est-ce que toi, ça te fait pareil? Possiblement, mais c'est peut-être parce que les films ils sont peut-être trop calibrés en fait. Je vais pas dire qu'ils sont trop parfaits parce qu'ils ne le sont pas, mais ils sont peut-être trop quand même parfaits ils recherchent trop la perfection dans la réalisation, dans la mise en scène, etc. Et du coup, il y a plus grand chose qui te surprend en fait. Si ce n'est deux trois petites choses. Mais par exemple, moi le truc que j'avais kiffé dans l'épisode 7, quand il y a ce barré de Jakku, non, ok, on va prendre le tas de ferraille. Et là, t'as le faucon. Et tu t'attendais à ce qu'il revienne, mais peut-être pas comme ça. Donc, moi, je sais que c'est un des passages qui m'avait vraiment surpris. Mais ensuite, tout le reste, bon, bah voilà, ensuite, on rentrerait dans la critique du 7, donc je vais pas trop en dire, mais il y a pas grand chose qui te surprend, et voilà, tu connais aussi l'univers, donc bon, voilà, t'es fan, et je sais pas, t'es peut-être trop exigeant, t'en attends peut-être trop aussi, donc on est peut-être trop critique aussi dans notre façon de voir certains films, mais au final, bah, c'est ça qui manquait en fait. On voulait être surpris, et au final, on l'a pas franchement été, donc effectivement, le côté magique du coup en prend un coup, quoi. Il était bien là dans la prélogie pour autant. Mais ouais, je sais pas, c'est peut-être ça en fait. Mais après, c'est peut-être une façon aussi de raconter ou une vision de. Je sais pas, parce que tu vois, moi par exemple, pour prendre un truc en série, tu vois, je trouve qu'il y a des moments dans Star Wars Rebels ou dans les récents épisodes de Clone Wars où tu ressens ce souffle-là, tu vois, et c'est une question de vision, de narrative et je sais pas, et d'âme des personnes qui racontent, qui infusent différemment, ou peut-être que c'est tout simplement personnellement moi qui arrive pas à me connecter, parce que je dis pas que c'est forcément la faute des films. Hein. Ouais, mais bon, voilà, moi j'ai trop l'impression aussi que, en tout cas pour le 7 et le 9, ils sont trop calibrés
blockbuster, et ça enlève des trucs. Paradoxalement, alors que bon, c'est un film que je l'ai pas détesté, mais même si j'ai pas aimé pour des tas de raisons, The Last Jedi, il y avait beaucoup plus de moments où tu avais encore ce côté un petit peu magique qui fonctionnait. Donc c'est surtout lié probablement à la patte du réalisateur aussi. Ouais, une vision. Ben, je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'Abrams, il est vachement dans la fétichisation de la première trilogie. Donc, en fait, il met ce qu'il pense ce que lui, il lui plaît, puis il veut faire un peu un pot pourri, et ce qui fait que quelque part, bah, ça, c'est pas super bon. The Last Jedi, c'est pareil. Moi, c'est un film, en tant que film, je le trouve très bon. Mais et intellectuellement, il y a des thématiques, il y a des prises de risques que je trouve qui sont super intéressantes, qui malheureusement ne seront pas payantes, puisque l'autre, il a décidé avec le 9 de tout rebooter. Mais c'est pareil, émotionnellement, mis à part 2-3 scènes dans tout le film qui sont super bien, hein, mais j'ai du mal à me connecter émotionnellement. C'est-à-dire que je vais apprécier le film en tant que cinéphile, tu vois, les thématiques, tout ce que tu veux, mais je ressens pas ce truc, c'est cette connexion émotionnelle, tu vois, c'est assez surprenant, hein, à part quelques scènes qui sont merveilleuses. Hein. Ouais, pareil. Hein. Mais ouais, c'est difficile de savoir. Et pourtant, c'est pas un problème qui vient générationnel, qui vient de nous, parce que comme tu dis, ça marche avec Rogue One par exemple. Alors, pourquoi ça marche avec Rogue One et pas avec d'autres, c'est très compliqué à définir. Ben ouais, c'est assez surprenant. Et, en tout cas, c'est pour ça que je suis quand même curieux de voir. Bon, il y a les séries qui vont sortir, moi j'attends des séries. C'est comme The Mandalorian, il y a beaucoup de gens qui ont surkiffé. Moi j'ai passé un bon moment, je trouve qu'il y a des épisodes qui sont très bien, mais après je trouve que je suis pas non plus. Enfin, pour l'instant, je trouve que ils l'ont quand même pas mal survendu. Alors est-ce que c'est parce que justement ça a été le bordel avec l'épisode 9 pour beaucoup de personnes? Mais bon, après voilà, moi j'attends de voir un peu. Je sais pas si tu l'as vu, toi tu l'as pas vu peut-être encore Mandalorian. Ah si, j'ai tout vu, j'ai bien aimé. Maintenant, je trouve aussi que c'est parfois de qualité inégale. Et lui, tu vois, pour le coup, il a vraiment une patte qui fait série et pas cinéma. Parce que c'est un sujet que j'ai vu récemment. Autant il y a des séries qui ont un cachet cinéma, un peu comme Le Trône de Fer. Lui, pour le coup, il y a certains épisodes ça fait vraiment très série, donc ça change un petit peu. Et de ce point de vue-là, finalement, c'est la première production de ce genre qu'on a depuis la création de Star Wars. Donc ça fait bizarre, quoi. Moi, j'ai aimé, j'ai passé un bon moment aussi. Maintenant, j'ai pas envie de me la remater, en tout cas pas tout de suite. Mais ensuite, ça a vraiment aussi gommé tous les problèmes qu'il y a eu avec les films que j'ai globalement pas aimé en dehors des spin-offs. Donc ça faisait aussi du bien d'avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. C'est ça qui manquait beaucoup dans les films qui sont sortis, notamment à cause de J.J. Abrams. Et donc voilà, ça faisait du bien d'avoir quelque chose de nouveau et une certaine prise de risque finalement, parce que sinon voilà, t'es tout le temps en terrain connu, c'est tout le temps la même chose, les mêmes idées qui sont recyclées un peu tout le temps. Voilà, t'avais aussi cette envie de vouloir voir autre chose, une production qui passe à autre chose que ce qu'a créé Lucas il y a presque 40 ans, quoi. Donc de ce point de vue-là, ça faisait du bien. Et c'est pour ça que moi aussi j'en attends, malgré toutes les déceptions, j'en attends beaucoup de ce qu'ils peuvent faire. Parce que justement, on sait qu'ils vont sortir des sentiers battus. Donc voilà, moi aussi j'attends beaucoup de ce qu'ils peuvent faire. Comme tu dis, en plus, en théorie, ils ont prévu de partir dans d'autres, parce que ça, c'est que quelque part, cette période historique-là, ce lieu-là, enfin, on attend qu'ils partent plus, chemin, pas dans le futur, mais plus dans le passé. Donc là, c'est ce qu'ils ont alors peut-être pas pour des films, mais en tout cas pour des contenus, romans, tout ça. Ils vont partir des centaines d'années en arrière avec ce qu'ils appellent The High Republic. Hein. Et c'est vrai que voilà, qu'ils changent un peu de lieu aussi, ou au moins de période, qu'on ait quasiment que des nouveaux personnages, voilà, découvrir de nouveaux horizons, parce que justement la galaxie est hyper vaste, on a l'impression que là on est toujours restreint un peu aux mêmes familles, aux mêmes trucs, et c'est vrai que il y a le côté qui est doudou, qui va comme tu dis nostalgique, qui est super agréable, et moi le premier, tu vois, la série Cassian Andor sur la rébellion, ça sera directement intégré à la trilogie originale et Rogue One, et moi c'est probablement la série que j'attends le plus, même plus que celle d'Obi-Wan, parce que j'adore le personnage, et parce que je pense qu'elle a été très bien racontée. Mais après avoir des contenus justement où on aille plus loin, on sorte un peu des horizons, pour coller sur cette, on va dire un peu la vision de Lucas, qui est à chaque nouvelle trilogie ou nouvelle saga, essayer de partir sur quelque chose, voilà, de redistribuer les cartes aussi, quoi, tu vois. Et donc moi c'est pareil, j'attends vraiment de voir le côté aussi, puisqu'on est quand même un podcast à l'origine de jeux vidéo. Le côté jeux vidéo, là ils se sont quand même bien faits avec Jedi Fallen Order, c'était quand même la meilleure histoire Star Wars en fait
d'un point de vue, on va dire, pas forcément un roman, mais la meilleure histoire Star Wars d'un point de vue visuel, audiovisuel, pour moi c'était même pas The Mandalorian, c'était Jedi Fallen Order cette année, hein. C'était certainement pas l'épisode 9. Non. Donc qu'on a détesté les deux, mais qu'on va pas s'amuser à défoncer pour défoncer, parce que c'est pas la peine d'en parler. Et donc j'attends vraiment de voir qu'est-ce qu'ils vont continuer comme jeu. Apparemment il y aurait des... Ils travaillent sur des jeux, alors il semblerait qu'ils bientôt ils annoncent peut-être justement une suite à Jedi Fallen Order, ou à du moins un jeu du même genre, parce que ça se passera avec les mêmes personnages, on sait pas. Donc voilà, moi, je suis quand même curieux de voir un peu ce qu'ils vont développer, parce qu'en termes de jeux vidéo, on avait eu très peu de choses, et là, ça a été quand même le jeu qu'on attendait, mais on avait peur qu'il fasse n'importe quoi, et ça a été quand même l'excellente surprise. Donc, Bah, de toute façon, il fallait qu'il corrige le tir par rapport au four médiatique qu'il a eu droit Battlefront 2. Enfin, surtout par rapport à ça, et aussi par rapport quasiment peu de jeux sont sortis sous EA. Ils ont plus fermé de studios que sorti de jeux. Donc il fallait qu'ils corrigent le tir, ils l'ont bien fait. Bon, ok, on vous pardonne pas non plus pour autant. On attend la suite aussi, quoi. Vous avez un contrat d'exclusivité, donc c'est le moment aussi de mettre un petit peu de talent et dans ce que vous faites, et pas chercher à faire du pognon à tout prix, quoi. Ben ouais, donc on verra bien. Le contrat d'exclusivité, je crois, je sais plus si c'est 2021 ou 2023 qu'ils l'ont, mais il va bientôt arriver à terme. Il va falloir qu'ils annoncent rapidement quelque chose d'autre. Bon, là il y a eu vraiment un succès critique et public. Oui, parce que c'est quand même un bon jeu. C'est même un excellent jeu, un triple A. Moi, je pense que ça devait être mon triple A préféré de l'année dernière. Ouais, je sais pas, faudrait que je me remémore dans... Mais en même temps, j'ai pas fait beaucoup de jeux de l'année dernière. Ouais, t'es comme moi, on n'a pas fait beaucoup de jeux triple A. Je pense que c'est le seul que j'ai fait d'ailleurs. Bah sinon, parce que Plague Tale c'est pas un triple A, donc ouais, oui, c'est probablement un des meilleurs en tout cas. Et donc voilà, c'est toujours pareil, hein. Il y a toujours du bon en lui, donc on espère que l'avenir Star Wars va bien se développer, et donc voilà, donc on verra. Après, en ce qui concerne la cantina, peut-être que c'est le dernier épisode, peut-être que c'était pas le dernier épisode, on ne sait pas. Quelque part, je trouve que tu vois, c'était Georges Lucas qui disait ouais, qu'en fait c'est comme la poésie, ça rime. Donc quelque part, on a commencé le podcast avec les jeux vidéo Star Wars. Et on finit avec un espèce de notre rapport à la saga Star Wars. Alors comme ça, c'était vraiment un épisode qu'on a fait vraiment sans préparation, hein. Voilà, c'était vraiment pour passer le temps. Ah non, là, aucune. Célébrer un petit peu ce 4 mai, donc qui est célébration de Star Wars. Donc voilà, si elle devait vraiment fermer ses portes et qu'on ne devait plus faire d'épisodes ni spéciaux ni quoi que ce soit, quelque part la boucle serait bouclée, ça rime aussi. Je ne sais pas si ça rime bien, mais en tout cas ça rime. Et donc voilà, ce serait une bonne chose. Donc je vous remercie à vous toutes de nous avoir écoutés pour cet épisode comme ça, vraiment à la cool, bière coréenne à la mer, et sans trop prise de tête, et puis un peu en vrac comme ça, comme le Faucon, mais le Faucon version Han Solo, le vieux tas de ferraille mais qu'on aime bien quand même, qui est sympathique à utiliser. Et donc je vous remercie d'avoir écouté, de nous avoir suivis. Si vous aimez Star Wars, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux, venir nous en parler, ou même à le dire, à crier votre amour pour Star Wars. Ouais, mais pas pour la dernière trilogie, c'est pas la peine. Ouais, mais s'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment, moi je vais... Voilà, Ouais, mais venez pas nous en parler. Ah oui, non, ça sert à rien. Non, ça sert pas à grand chose, hein. Mais pourtant, moi je m'amuserais un petit peu à défoncer la dernière trilogie, mais... Voilà, de toute façon, on en parlait il y a pas si longtemps que ça. On n'aime pas, et ben tant pis. Moi j'ai réparé mon ampli au cinéma, j'ai vraiment envie de me revoir tous les Star Wars, mais pas les 7, 8, 9. Voilà, moi je les ai pas et je les regarderai pas. Voilà. Et puis l'avantage en plus, c'est que comme les spin-offs s'intègrent dans les 6 premiers, on va dire, films, et bien en fait, toi c'est comme moi, tu vois, ce sera pas la Skywalker saga, ça sera la Anakin Skywalker saga. C'est parfait, moi ça me va très bien, tu vois, que t'aies les 6 films et les 2 spin-offs, et que je boucle mon rewatch avec Retour du Jedi. Pour moi c'est une fin parfaite, elle me va très très bien. Et après j'aurai les séries, j'aurai les jeux et tout ça, donc c'est pareil, je pense que je ne reverrai jamais les 7, 8, 9, et pourtant je déteste pas du tout le 8, je trouve que c'est un bon film, mais j'ai pas spécialement envie de revoir. En fait c'est comme la trilogie tellement foutue que le 8 quelque part c'est un bon spin-off. Ouais, c'est dommage. Bon, ensuite on a dit qu'on en parlerait pas trop, mais ouais, Disney, tu m'entends, fais pas de la merde pour la suite, voilà. On va finir sur une note positive, je ne sais pas à quelle note positive on va, parce que l'espoir c'est quand même un thème très important chez George Lucas, chose aussi que Abrams n'a pas dû comprendre, il a pas dû avoir le mémo, ce pauvre Gigi,
c'est le problème. Mais il y a peut-être des problèmes de secrétariat, je ne sais pas. C'est un peu problématique. Mais donc on va peut-être s'arrêter quand même sur un truc quand même plus positif, à savoir que même si on n'aime pas les films, comme on l'a dit, il y a plein de bouquins qu'on peut découvrir, il y a plein de séries, il y en aura encore plus à l'avenir. Les comics aussi, il y en a plein super bien. Hein. Et puis même dans tout ce qui est passé, qui est maintenant Legends, mais si on aime ça, et ben c'est encore disponible et on peut encore les lire. Et donc en fait, comme on disait, c'est en fait les sagas, les trucs, elles appartiennent à qui, peu importe en fait, c'est les expériences et souvenirs qu'on a nous appartiennent et après elles sont ce qu'on a envie qu'elles soient aussi. Donc c'est un peu, c'est à nous de choisir et quelque part plus passer le temps d'aller vers les choses qu'on aime plutôt que de rester figé sur les trucs qu'on n'aime pas. C'est pour ça que ça sert à rien qu'on s'arrête trop sur la postologie. Et c'est pareil pour tout, donc bon, on verra ce que l'avenir nous dira par rapport à Star Wars et puis par rapport à la Cantina et ce podcast là. Je pense que ça sera le dernier épisode, tu vois, il était pas du tout organisé, mais je pense que ça sera le dernier épisode et si on doit faire quelque chose d'autre, et bien peut-être comme Lucas a fait ça pour sa prélogie, et bien on fera peut-être un autre podcast, mais on revendra les droits de la Cantina et on fera se la couler douce au soleil. Exactement, et on pourra dire des gens qui feront une Cantina Chic Tabac 2.0, ouais bon il aurait fait 9, c'est un peu de la merde, et puis ils viendront nous dire bon Coco tu fermes ta gueule maintenant, tu vas dans ton ranch avec pas tonton Georges, et puis voilà, non mais on verra, et si on doit refaire quelque chose ensemble, parce que forcément on a peut-être envie de parler de jeux vidéo différemment, et bien comme Georges Lucas avec sa prélogie, ben on fera peut-être quelque chose de différent, parce que voilà, pour changer un petit peu, parce que c'est bien aussi, donc voilà, donc c'est peut-être, possiblement, mais peut-être pas, on ne sait jamais, c'est comme avec Star Wars, le dernier épisode de la Cantina, un épisode un peu what the fuck qui était vraiment en mode Desperado de l'espace, mais c'est très bien, comme Han Solo. Donc je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir écoutés encore une fois, je te remercie Macrémic de m'avoir accompagné. Pas de rien. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire? Et puis on peut dire que la force soit avec vous. Voilà, restez chez vous aussi. Et puis à très bientôt dans une galaxie lointaine, très lointaine ou plus rapprochée, on ne sait pas, mais tout en gardant les distances de sécurité acceptables. Allez, ciao ciao. Ciao. Ah le truc, what the fuck. Moi je m'en fous. C'est parfait. Très bien.